Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est en face-à-face avec Laurent Oberton, journaliste, romancier et essayiste, désormais auteur du célèbre culte La France Orange Mécanique et auteur de ce livre, Éloge de la Force aux éditions Ring. Alors, je vais vous dire, cet éloge de la force, j'ai l'habitude de vous dire d'ailleurs que les auteurs que je reçois, évidemment, je recommande leurs livres. Je n'ai pas de temps à perdre, on n'a pas de temps à perdre avec les livres qu'on n'aime pas, c'est pas la peine. Il y a beaucoup de choses qui paraissent, donc consacrons-nous aux publications ou aux auteurs ou aux créateurs qu'on aime. Et là, je vais dire que ça va plus loin. Alors d'abord, je me suis demandé si Laurent Oberton n'avait pas pété les plombs. Je me suis demandé parce que je me suis dit, éloge de la force. Et je me suis dit, ça y est, il nous fait ainsi parler Aubert Oustra. Avec effectivement, tu deviens ce que tu es, etc. Ça rappelle quand même un certain nombre de choses. Et puis je me suis dit, non, il se prend pour effectivement l'auteur de la Bible. Car il donne des lois. Et oui, il donne des lois. Il donne des lois à la fin, on en parlera longuement avec Laurent Oberton. Mais je vais vous dire, c'est un livre capital. Et je pèse mes mots. C'est un livre qui arrive tout à fait à son heure. Et quand on dit éloge de la force, je vois très très bien ça. Waouh, comment on parle de la force, mais non, il faut être pacifiste, il faut tendre la fesse gauche, etc., etc. Non, il dit renverser l'histoire. Et là où il a fait je trouve que Laurent Oberton a fait un très 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 bon angle, un très bon focus, c'est de partir de soi. Il ne dit pas, voilà, il faudrait réformer la société sur l'économique, l'identitaire, le social. Il en parle. Mais il en parle à partir de quoi? Il en parle à partir de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est fondamental. Parce que c'est très bien de parler, on est tous... Là, on a un ministère de la parole et c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pratiquement, concrètement, et comment on commence à se reconquérir soi-même. C'est ça le bouquin d'Oberton, et en ce sens-là, il paraît d'ailleurs aujourd'hui en librairie et partout, et vraiment, lisez-le. Lisez-le parce que tout commence par l'agrandissement du champ des possibles, et d'abord le nôtre. Alors Laurent Oberton, au fond, qu'est-ce qui vous a donné l'envie? Parce que vous étiez sur Guérilla, vous avez fait les 2 premiers tomes de Guérilla, vous deviez faire Guérilla 3, qui était déjà un thriller d'ailleurs, hélas, possible. Et puis vous avez dit non, je vais faire ça. Pourquoi? Vous avez senti cette urgence de quoi là? Alors en fait, c'est la lancinante question de mon lectorat qui revenait systématiquement dans nos rencontres, dans nos signatures. C'était vous faites un constat, c'est très bien, vous le faites très bien, ça fait plusieurs livres déjà que vous consacrez au constat. On voit la même chose que vous n'êtes pas seul à faire ce constat, et maintenant, la grande question, c'est que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, notre situation? La politique nous échappe, le destin du pays semble nous échapper, on n'a plus aucun poids sur la démocratie. Donc, on peut rien faire, on est impuissant, voilà, on subit totalement cette situation et on voit aucune solution, sinon espérer un miracle, un messie ou je ne sais quoi. Et donc j'ai médité cette question longtemps, puisque je suis dans la même situation que mes lecteurs. Au départ, je voulais pas donner des pistes précises d'action. Je considérais que c'était pas mon rôle de journaliste. Mais à force de réfléchir et de tourner cette question, je me suis dit, après tout, il y a sans doute des solutions bien plus pragmatiques et apportées que celles auxquelles on pense habituellement, les solutions politiques, les solutions économiques, etc. Voilà. Donc des solutions qui nous concernent au quotidien. Donc prendre le problème à l'envers, en fait, se demander pourquoi cette manifestation d'impuissance, puisque quand on se demande que faire, et quand on est persuadé d'avoir perdu toute force, tout pouvoir sur son destin, c'est qu'on est dans le fond de l'impuissance. Et donc de commencer par reconquérir ce pouvoir qu'on a sur nous-mêmes, et peut-être, si on parvient enfin à se changer nous-mêmes, si on parvient enfin à regagner une mentalité donc, de conquérant. conquérant. De soi. Vous voulez dire partir d'un travail sur soi. Exactement, pour ensuite parvenir à changer cette société. Alors justement, vous en parlez et vous dites, vous employez beaucoup cela. Vous dites, beaucoup de gens pensent, et d'ailleurs il est trop tard. On dit voilà, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à l'État? Qu'est-ce qu'on peut faire face à Big Brother? Vous employez toujours cette expression orwellienne, mais à juste titre. Vous parlez aussi de Monsieur Moyen qui se dit oui, mais moi j'ai déjà à m'occuper. C'est vrai, ma femme, mes enfants, ou mon mari, mes enfants, gagner ma vie. Vous êtes gentil là, mais vous avez le temps, vous Oberton, vous Berkov, vous etc. d'écrire, etc. Mais nous on n'a pas le temps. Qu'est-ce
qu'on fait. Vous dites, attention, ce n'est pas vrai, vous pouvez toujours commencer par soi-même. Et commencer comment, alors, Laurent Berton? C'est vrai que tous ceux qui posent cette fameuse question, que faire? En réalité, quand on leur demande ce qu'ils font, eux, ils savent très bien que par rapport au constat qu'ils font et à l'état de détresse dans lequel ils sont, c'est bien qu'ils n'ont pas fait assez, ils auraient pu faire beaucoup plus. Ils le sentent. Ils le reconnaissent quand on leur demande les yeux dans les yeux. Et moi le premier, hein, je vais vous le dire, j'aurais pu faire plus compte tenu de la situation. Donc déjà, c'est une prise de conscience de cet état de faiblesse et d'attentisme. C'est Romain Gary, je crois, qui disait que le désespoir est une soumission. Et déjà, il faut surmonter cette espèce de léthargie de la défaite, de la peur qui tient les âmes dans une espèce d'attente, d'horizon complètement fermé. On ne voit plus, en fait, de perspective. Et si déjà on surmonte cet état de domestication, hein, comme je le répète plusieurs fois, on va peut-être arrêter d'accuser toujours l'autre, le voisin qui fait rien, l'État qui est très méchant. C'est eux, hein, c'est ce qu'on dit toujours. Le français dit c'est eux, c'est leur faute. C'est leur faute, c'est pas ma faute, c'est la Mais leur. c'est encore une manière de se défausser de ses propres responsabilités. Ce livre est un appel à la prise de responsabilité, de dire votre destin, vous pouvez de nouveau l'incarner à condition de le vouloir et de vous donner les moyens de le faire. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu à rebrousse-poil à peu près tout ce qui se fait aujourd'hui, qui va plutôt prôner des solutions de masse, des solutions politiques, encore une fois des solutions extérieures. Et surtout, parce que c'est ça aussi où votre livre tranche, il n'y en a pas tellement, donc il faut le souligner, en disant oui, mais écoutez, il faut que l'État fasse ceci. Français, vous n'êtes pas responsable, quoi. En général, c'est ça. Vous n'êtes pas responsable, c'est l'État, c'est les immigrés, c'est les Blancs, c'est la bourgeoisie, c'est ceci, c'est cela, mais vous, non, vous y êtes pour rien. À force d'accuser systématiquement les autres et de dire oui voilà l'État devrait, l'État doit, l'État il n'avait pas de masque et l'État finalement il a des masques et tout ça, ça déresponsabilise totalement le citoyen qui devient l'enfant qui attend qu'on veuille bien s'occuper de lui et lui donner la main. Mais il perd avec sa responsabilité toute adaptation, toute forme d'intelligence face au présent. Et c'est pour ça qu'il a cette sensation que tout lui échappe. Parce que oui, tout finit évidemment par lui échapper. Et alors justement, on va creuser un peu les tables de la loi, enfin les tables de la loi aubertonienne, allez, aubert-oustranienne, et vous dites, je les cite, on va pas toutes les lire, mais c'est très intéressant parce que le intitulé est bon. Donc, vous dites, ta faiblesse tu connaîtras, la peur tu détrôneras, ton indépendance tu déclareras, le pouvoir tu reprendras, dans la vie tu t'enracineras, l'ennemi tu connaîtras, le silence tu vaincras, stratège tu seras, le terrain tu occuperas, tes lois tu imposeras. Alors justement, je voudrais peut-être tout de suite lever un malentendu. Vous, c'est pas allez prenez le pouvoir et vous allez imposer vos lois. Ce n'est pas de remplacer une tyrannie par une autre. Non, justement, c'est vraiment quelque chose que je souhaite éviter. Et c'est justement pour ça que s'il n'y a pas de prise de conscience rapide et si on s'en remet à une autre forme de tyrannie, eh bien on aura exactement les mêmes problèmes et la même absence de pouvoir et donc de satisfaction individuelle. Et évidemment aussi, quand je parle de loi, il faut bien préciser que ce ne sont pas des lois législatives. Je pense qu'il y en a déjà suffisamment comme ça. Donc là, c'est vraiment des règles de conduite qu'on doit s'imposer justement pour retrouver un peu de liberté, de sérénité par rapport à tout ce qui se passe. Et par là, échapper justement à cette espèce d'inéluctable, de Big Brother, de ce rouleau compresseur médiatique, cette actualité de plus en plus préoccupante et de plus en plus folle. Et justement, alors vous en parlez, effectivement, on est bombardé, on sait très bien tout cela. Mais justement, alors, pour être très précis, commençons. Comment puis-je, pour reconquérir une certaine autonomie que j'ai quelque part, puisque je peux encore dire ce que je veux, mais ça ne va jamais au-delà. Comment faire concrètement? Pour faire quoi? Alors déjà, il y a la réalité droit dans les yeux. C'est-à-dire que la première loi à comprendre notre faiblesse est fondamentale. C'est-à-dire que si on ne voit pas tout ce qui nous accable, on n'a aucune chance de comprendre notre état et de pouvoir agir sur celui-ci. Il y a la peur qu'il faut surmonter. On parlait de la peur tout à l'heure. Je vous entendais parler avec le professeur Chabrière. Avec le professeur, voilà. Le maintien dans la peur de la population, est-ce qu'il y a de pire pour ne serait-ce que le sens commun, puisque quand on a peur, on perd vraiment absolument tout moyen de pensée et de réflexion rationnelle.
la volonté d'indépendance. C'est-à-dire, on est aujourd'hui dans une société où tout est connecté, où nous dépendons de centaines d'autres individus pour notre confort quotidien. On ne se rend pas compte qu'à partir du moment où on délègue comme ça sa vie, l'individu, lui, s'il n'a plus de pouvoir sur son présent, il ne peut plus avoir de forme de fierté, d'accomplissement, de responsabilité. Et donc ça, c'est la base du programme. Après, évidemment, on peut aller plus loin si on comprend la morale dominante, Big Brother, le progressisme, etc., qu'on peut essayer d'infléchir, de renverser, et finalement de faire en sorte que cet état, de cette représentation médiatique d'une opinion qui n'est pas majoritaire, si on peut lui imposer notre volonté, c'est-à-dire reprendre finalement le pouvoir que cette machine Big Brother a confisqué, là peut-être on pourra Et vous en parlez... quelque sorte Oui. redonner, les Français parleront de nouveaux Français et ce pays retrouvera peut-être une forme de cohésion morale. Et c'est vrai, vous vous rappelez de la gloire perdue de la France, enfin, d'une identité qui était là. Mais justement, vous allez plus loin. Enfin, c'est intéressant parce que vous parlez aussi, commencez par votre corps, commencez par apprendre les premiers gestes, commencez par une certaine autosuffisance, sans aller jusqu'à aller dans les forêts. C'est pas du tout ce que vous dites, au contraire. Mais maîtriser effectivement non seulement les technologies, mais maîtriser soi-même. Oui, simplement comprendre comment fonctionnent les circuits d'alimentation, à quel point nous dépendons de la distribution. On l'a vu justement, la crise du Covid a été une démonstration à ce point de vue-là. C'est que dès qu'il y a dans la chaîne industrielle ou d'apport ou d'alimentation un manque, un fusible qui saute, eh bien, très rapidement, on peut avoir une crise absolument majeure, puisque les sociétés modernes sont comme ça, elles sont complexes, tout dépend de tout. Oui, interconnecté, Voilà, etc., très rapidement, bien sûr. une crise grave peut survenir, et là, on mesure le poids de notre dépendance, à quel point nous sommes délégués et nous attendons d'autres, de l'État, de serviteurs, qu'on remplisse le frigo un peu à notre place. Et la vie n'est pas celle-là. L'individu, encore une fois, pour avoir une forme de fierté d'accomplissement, doit lui-même maîtriser un petit peu, enfin, dans la mesure du possible, son destin. Donc ça commence aussi par là. Oui, mais alors, Laurent Berton, tout le monde ne peut pas être agriculteur, tout le monde ne peut pas s'autosuffire, tout le monde ne peut pas faire cela. Comment est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se regrouper? C'est-à-dire, comment? Parce que, restant le concret, moi, je trouve que les pistes que vous avez données sont des pistes non seulement légitimes, mais plus qu'intéressantes. Mais effectivement, c'est tout le passage à l'acte, c'est-à-dire qu'au fond, à un moment donné, il faudra que les gens de l'autonomie ou de la liberté se mettent en réseau, quelque part. Ah oui, non mais de toute façon, le mythe un peu romantique du type qui est tout seul avec son abri anti-atomique quelque part dans une forêt avec des douves autour de sa maison, ce mythe ne résistera pas à la réalité, puisqu'on on peut pas. Le loup solitaire aujourd'hui, ou alors c'est quelqu'un qui a un passif psychiatrique assez lourd, Ouais. et qui va survivre 20 ans dans une forêt en mangeant des charançons. Mais aujourd'hui, ça, c'est pas possible. Évidemment, il faut qu'il y ait retrouvé justement le sens de la communauté. J'en parle quand reprendre contact avec sa vie proche. C'est-à-dire, on a tous un travail assez loin du lieu de notre domicile, on a tous affaire à des gens à l'autre bout du monde avec Internet aujourd'hui, mais ceux qui vivent autour de nous, qui sont réellement importants dans le paysage, souvent on ne les connaît même pas, on n'a rien à faire avec eux, et on n'est même pas reconnu d'eux. Retrouver le voisinage. C'est mais ça. enfin, c'est Donc, ça, hein. si jamais cette société venait à connaître des soubresauts violents, on serait complètement perdu. Donc c'est ça, il faut retrouver vraiment le sens de la vie, le chemin de la nature aussi, mais des relations humaines telles qu'elles ont été, telles qu'elles ont toujours été. En fait, c'est intéressant, parce que vous aurez pu appeler ça Éloge de la force renverser l'histoire ou les travaux d'Hercule, parce qu'il y a du boulot. Mais ça, il y a toujours eu du boulot dans l'histoire, c'est pas nouveau, hein, ça on n'apprend rien. Le problème, vous parlez de la servitude, et c'est vrai que vous commencez par dire, attention, et c'est l'hommage à la Boétie, hein, le traité de la servitude volontaire, au fond, on est tous, ou presque tous, et inconsciemment ou pas, des asservis un peu volontaires. C'est on a accepté des choses en disant oui, mais je peux rien faire. C'est vrai que ça revient souvent. Ouais, vous êtes très gentil, mais qu'est-ce que on revient le que faire? Lénine l'avait dit, ce titre. C'est pas un exemple majeur, mais au fond, vous vous dites commencez par vous-même. C'est vraiment, ça revient comme un mantra chez vous. Commencez par vous-même. Mais c'est essentiel. Alors tous les sujets sont comme ça, hein, la sécurité, l'alimentation, absolument tout. C'est que on le voit, on délègue tellement un organisme qu'on pense infaillible et tout puissant et légitime, qui est l'État, que quand cet État est en faillite totale sur un sujet, par exemple comme la sécurité, sur la justice en particulier,
Là, on voit depuis des décennies les citoyens français s'interroger, se disent mais pourquoi les juges n'appliquent plus le code pénal? Qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce que je vais me défendre Voilà, moi-même? qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a ce réflexe de dire mais non, ce serait pas légitime, il faut laisser l'État, enfin l'État est sacré, et il va finir, les choses vont finir par rentrer dans l'ordre, sauf que si ça ne rentre pas dans l'ordre, le citoyen qui voit les choses de cette façon, il sera perdant. Il sera perdant puisqu'il va attendre une justice qui ne viendra pas. Donc évidemment, c'est ça qui est très dangereux dans la faillite judiciaire française, c'est que le citoyen va être tenté, évidemment, lui-même de compenser cette faillite majeure de l'État. On va en parler après les informations avec Laurent Humberton, un livre capital, L'éloge de la forme, publié chez Ring. Et avec vous, chers amis qui nous avez écoutés et qui pouvez téléphoner maintenant au 0826 300 300, vous pourrez interpeller Laurent Humberton et nous vous interpeller sur tous les autres sujets. Tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Laurent Humberton, L'éloge de la force, un bon guide pour sortir de la servitude volontaire. Et quelquefois, on ne s'en aperçoit pas. On peut commencer en tout cas par ça. Laurent Humberton va prendre peut-être quelques exemples par rapport à justement cette servitude volontaire ou surtout ce sentiment de culpabilité, etc. Vous écrivez, et vous n'y allez pas de main morte, vous dites ceci dans votre livre: le mouvement Black Lives Matter incarne l'apogée de ce venin moral. On peut officiellement dire que les Blancs, entre guillemets, ordures perfides et sournoises, doivent se repentir, se renier, littéralement s'agenouiller, se faire un peu lyncher de temps en temps, tout payer plusieurs fois, avec les intérêts et désormais se garder du moindre début d'ambition, de la moindre velléité d'exister. Ce serait une provocation suprématiste. Et vous décrivez cette espèce de culpabilité, c'est ce vison qui se rend de lui-même au marché de fourrure. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? C'est un exemple parmi d'autres. Ce mouvement Black Lives Matter, c'est un peu l'antiracisme devenu religion, ou même devenu secte à la limite, puisque de voir ces foules de gens s'agenouiller pour des faits qui ont eu lieu il y a des centaines d'années, c'est extrêmement inquiétant pour l'état mental de ces individus. Ça montre qu'il y a un fond de culpabilité dans les populations occidentales qui est très important et très puissant. Si on est capable de manipuler des individus à ce point, de montrer à quel point ils peuvent renier toute forme de fierté, c'est que voilà, ces individus sont mûrs en quelque sorte pour faire à peu près tout et n'importe quoi. Pour la soumission. Oui, voilà, c'est en quelque sorte là, c'est vraiment une démonstration assez fabuleuse. Mais les Black Lives Matter, pour vous dire, mais écoutez, vous pouvez pas nier que vos ancêtres, pas vous peut-être, avaient exploité, colonisé, esclavagisé les Noirs pendant des siècles. Eh bien voilà, nous, on a besoin de le dire. Qu'ils aient besoin de le dire, ça c'est leur problème. Mais que nous, on ait besoin de ramper et d'embrasser le sol et les chaussures de ces individus, je ne crois pas. À titre personnel, moi je ne m'agenouillerai devant personne et ça me paraît tout à fait déplacé comme demande. Ouais. Mais bon, encore une fois, on retrouve les militants qui ont de tout temps été soumis à ces causes et qui cherchent à soumettre la population dominante à cette espèce de tyrannie morale, puisque ces individus progressistes, blancs la plupart, il ne faut pas s'y tromper, ils font ça justement par supériorité d'esprit, pour dire, regarde, moi je m'agenouille devant le mouvement Black Lives Matter, et voilà ma supériorité toute puissante, puisque toi, français moyen, tu ne peux même pas comprendre que c'est le sens de l'histoire. Donc en singeant cette soumission, je deviens supérieur à tous. C'est important de le voir aussi. Le progressisme et l'espèce de dévouement, l'altruisme, l'humanisme est souvent motivé par ce sentiment de supériorité. C'est ça. Moi, je suis plus humaniste que vous. Moi, je vais... En plus, moins ça me coûte, mieux c'est. Faut quand même rappeler ça. Bien sûr, parce que c'est vrai que ça ne coûte absolument rien de faire de telles déclarations. La plupart des individus qui se répandent en faveur de l'accueil des migrants ne les accueillent pas eux-mêmes. Donc c'est vrai que ça coûte pas cher et ça permet d'avoir une très belle conscience pour des grandes entreprises, tout en continuant à fabriquer des baskets dans les pays du tiers-monde. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Chaque grande entreprise doit donner des gages de bonne conscience, de bien-pensance. Comme c'est extraordinaire, parce que la transition écologique, vous savez, tous ceux qui sont toutes les Greta Thunberg du monde, oublient que pour les métaux rares et les terres rares qui servent au silicium, aux éoliennes, etc., on fait travailler des enfants chinois dans les cancer cities chinoises, où ils attrapent, à cause du cobalt et compagnie, le
cancer à 10-12 ans. Mais ça, on ne le dit pas parce que... De toute façon, ces idéologies ne sont pas portées par des postulats rationnels. Ce qui importe à ces individus, c'est d'être supérieur et d'être au sommet de la vague de l'air du temps, en fait. Et c'est ce qu'ils vont chercher. Et je peux vous dire, peu importe le prix, peu importe la réalité des bienfaits de leur combat. Clémence, nous avons des auditeurs. Oui, ils sont très nombreux justement à vouloir s'adresser à Laurent Oberton. On va commencer par Pierre qui nous appelle de Bédarieux, c'est dans l'Hérault. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Allô ? Pierre, on vous écoute. Oui, bonjour. Alors moi, je vous appelle comment changer le monde. Enfin, ce qui change en France, ce sont les politiques, le président de la République, les députés, tous ces gens-là, qui sont tous, je vais caricaturer ma pensée, vous allez la rectifier si vous le voulez, qui sont tous des Parisiens. Moi, j'habite dans les hauts cantons de l'Hérault, mais j'ai habité aussi dans la ruralité un peu partout en France. Et j'ai jamais vu un député. Si j'en ai vu une fois. Un député, en plus, La République En Marche, qui est venu qui s'est fait complètement bananer, mais enfin bon, c'est le seul que j'ai vu. Mais ces gens-là, ils sont où? On les voit où? Ils y rendent compte à qui, au peuple, comment? Que dans les journaux, que dans les médias, que dans le parisianisme et autres. Et les partis politiques, alors là, c'est même pire, parce que les partis politiques, on n'en voit jamais. Les gens qui dirigent les partis politiques dans les départements, on ne sait pas où ils sont, on les voit jamais. Et même dans les régions, même à Montpellier, par exemple, qui est on voit jamais dire, bah tiens, je vais faire une conférence à Bédarieux, ou je vais faire une conférence à Béziers, je suis représentant de tel parti politique, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de la gauche, de la droite, quel que soit. Jamais on en voit un. Jamais, jamais, jamais. Alors comment voulez-vous que les Français s'intéressent à la politique? Je vous pose la question. Laurent Oberton. C'est certain que cet univers qui est censé être représentatif de la population, qu'il soit politique, administratif, universitaire ou médiatique, vit dans une sorte de bulle, une bulle morale, et on est un petit peu obligé, pour rentrer dans cette bulle, d'afficher toute la panoplie de la bien-pensance, les bonnes indignations aux bons endroits, adhérer à toutes les bonnes causes. Et donc, si on veut faire partie de ce monde-là, on est un petit peu obligé de renoncer à toute forme d'esprit critique, en quelque sorte. On laisse ça sur le tapis à l'extérieur, on le reprend en rentrant chez soi. Mais en attendant, on joue ce rôle qui tapisse tous nos écrans et qui donne une impression d'unité de pensée en France assez terrifiante, mais qui ne correspond pas à l'opinion majoritaire dans ce pays. On l'a vu avec les sondages récemment, par exemple, sur la peine de mort ou sur d'autres sujets comme l'insécurité. Le déséquilibre est flagrant. Et cette France de la bulle découvre avec effroi ce que pense sa population de temps en temps. Alors, il faut qu'il y ait des grands événements pour que ça arrive, mais ça arrive régulièrement. Tout ça, heureusement pour elle, est noyé dans la succession de séquences médiatiques qui font... il y a tellement de séquences médiatiques aujourd'hui. Le citoyen qui regarde cette télévision, il a une mémoire de poisson rouge et il a tendance à oublier tout ce qui se passe. C'est bien dommage. Et pour l'instant, ça tient, mais ça ne pourra pas tenir éternellement. Oui, surtout si, à un moment donné, la fin du mois est en question, etc. Tout à fait. Clémence. Oui, alors on va donner la parole à Romain qui nous appelle d'Agen. Bonjour Romain. Oui, bonjour. Bonjour André, merci beaucoup pour votre émission, et j'aimerais revenir sur les propos de Laurent Oberton. Oui. J'ai découvert cet auteur avec Orange Mécanique, la France Orange Mécanique, et quel constat amer d'avoir quelque chose qui ouvre les yeux. Dans son prochain ouvrage Éloge de la force, il invite les Français à prendre ses responsabilités. Et ma question à M. Oberton qui est toute simple. On a 2022 qui approche, et j'aimerais savoir si M. Oberton prendra ses responsabilités. Et ça ne me dérangerait pas de voter pour un journaliste qui ne fait pas partie de la dénisphère, pour reprendre les propos de votre invité d'hier, et surtout un vrai journaliste. Donc voilà. Laurent Oberton, alors vous vous présentez aux élections ou pas ? C'est pas prévu, c'est pas dans mes projets, j'ai pas encore de parti, et malheureusement moi la politique ça m'a jamais trop excessivement attiré, parce que là on est vraiment dans le domaine de la séduction pure, la démagogie, et ça paraît incontournable aujourd'hui si on veut triompher justement de cette espèce de cirque médiatique qui est mis en place tous les 5 ans. C'est vrai, mais il faut bien que quelqu'un y aille. Hein. On est dans ce système, c'est un problème, parce que effectivement ce que vous décrivez est vrai, mais comment arriver à prendre le pouvoir au bon sens du terme, au sens que vous le donnez, Laurent Oberton, sans qu'il y ait des gens qui, à un moment donné, il y a quand même une machine, et qui dirige la machine, enfin qui agite les leviers de la machine. Mais je pense d'abord que les individus en fait doivent retrouver le sens commun et
tant que ce sens commun sera balayé, écrasé par la pression justement de conditionnement médiatique, la politique sera une impasse. Elle ne permettra de triompher qu'à des individus qui se seront complètement soumis à ce système. Vous voulez dire, si on n'est pas dans le moule, on n'y arrive pas. Exactement. Et pourquoi? Enfin, je ne veux pas du tout comparer, hein, on aime ou on n'aime pas. Mais comment vous expliquez qu'en Amérique, quand même, quelqu'un qui n'est pas dans le moule, encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, qui est Donald Trump, est quand même arrivé contre tout l'establishment, l'État profond, et est arrivé au pouvoir. Et d'ailleurs, on voit. On a une forme de vengeance populaire, hein, justement, par rapport au matraquage permanent, c'est vrai. On a eu Trump, on a eu le Brexit, on a eu Salvini en Italie, on a eu beaucoup de cas comme ça, même en France. Il est arrivé que les Français votent de manière extrêmement déplacée, du point de vue de l'établissement. Donc il y a comme ça cette volonté de nuire, en quelque sorte, de se venger un petit peu dans l'isoloir, mais cette volonté est tempérée quand même par cette force de conditionnement et ce sentiment de culpabilité. Aujourd'hui, le Français, même dans l'isoloir, il craint son geste. La charge symbolique qu'on fait peser sur le mauvais vote est telle que les individus sont très loin d'avoir leur liberté de conscience. Et moi, je préfère œuvrer à la libération de ces consciences. Je dis pas du tout voter pour machin, voter pour machine. Je me mouille pas du tout là-dessus. Encore une fois, j'aime pas la politique, j'aime pas les politiciens professionnels. Je m'en tiens le plus éloigné possible. Mais tant que les consciences n'auront pas le degré d'autonomie suffisante pour appréhender le monde, il ne faut pas s'attendre à ce que les élections fassent changer les choses. Vraiment. Allez, vous continuez à nous appeler au 0826 300 300 pour poser des questions à Laurent Oberton et peut-être commencer à reconquérir votre liberté. Vous pouvez aussi réagir aux autres sujets comme les restrictions d'Olivier Véran. Ce n'est pas antinomique. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov, toujours dans tous ses états, avec son invité, Laurent Oberton, auteur de L'éloge de la force aux éditions Ring, et avec vous qui nous appelez au 0826 300 300. C'est le cas de Melvin qui nous appelle du Gard. Bonjour Melvin. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Berkov et bonjour Monsieur Oberton. On vous écoute, Melvin. Oui. Moi, je suis étudiant en fac de philo à la Sorbonne, à Paris. Oui. Et entre parenthèses, la situation en faculté est assez désastreuse. Les étudiants ensemble, etc. Enfin bref. Ouais. Voilà, je voulais parler d'un problème. En fait, c'est qu'à la fac, on est obligé d'être d'extrême gauche, en fait, si vous voulez. On est face à des étudiants, en fait, qui n'ont aucun esprit critique, qui n'ont aucune tolérance. Des profs qui font un espèce de prosélytisme, en fait, de la bien-pensance. Malgré le devoir de réserve, on peut dire. Vous pouvez donner un exemple, justement, à propos quoi, d'un truc d'histoire, de tout, à propos de tout. Moi, je suis en fac de philo, donc c'est, on va dire, c'est très axé, par exemple, sur les études du genre. Par exemple, vous n'avez aucun séminaire sur des grands philosophes, vous avez que des espèces d'études, on va dire, à la mode. D'accord. Qui est venu des États-Unis. Et en fait, c'est assez énervant, quoi, quand on désire vraiment étudier de la philosophie, quoi. On se retrouve avec, on va dire, une méprise sur une idéologie, quoi. On se retrouve avec des études sur l'écriture inclusive, par exemple. Exactement, mais même d'ailleurs, l'administration qui se soumet à ça, c'est assez insupportable, quoi. Parce que l'administration de la Sorbonne, attendez, là, vous voulez dire les communiqués à la Sorbonne sont en inclusif? Mais oui, absolument tous. Incroyable, ça. Je ne pensais pas qu'on était arrivé là. Ah ouais. Mais ne vous y trompez pas. Hein. Ah d'accord, c'est intéressant. La Sorbonne maintenant se met aux chiures de mouches. Mais c'est bien, c'est très intéressant, c'est un progrès dans l'histoire humaine. Laurent Oberton, c'est là aussi la doxa, elle sévit comme dit à l'université, un peu partout. À l'université, bien plus qu'ailleurs. Hein. C'est les lieux comme ça, intellectuels, justement d'accès à l'exposition médiatique sont les plus moralement verrouillés. Et si on veut réussir comme votre auditeur est en train de le faire dans un tel cursus, je peux vous dire que ça va être très difficile. Il va falloir avaler un certain nombre de couleuvres. J'ai moi-même fait une école de journalisme. Et vraiment, ces milieux-là sont totalement verrouillés par des individus qui sont qui essaient... En fait, entre eux, ils mènent une forme de compétition morale à qui ira le plus loin, justement, dans ces idéologies à la mode. Alors, moi, je vais prendre le genre, moi, je vais prendre le Black Lives Matter, etc. Moi, je vais mélanger les deux, je vais faire de l'indigénisme. Et toujours essayer d'aller le plus loin en essayant d'imposer ce point de vue complètement délirant et hors sol, évidemment à leur entourage direct, leurs camarades de jeu. Et c'est ce qui fait que
Après, dans les hautes sphères universitaires, même dans l'enseignement, les individus qui seront invités sur les plateaux de télévision, les experts, seront très souvent formatés par ce discours-là. Et ces individus se tiennent entre eux par la terreur. Ils vont s'accuser. Attention, ta carrière en prendra un coup. Là, etc. par exemple, tu n'as pas été inclusif dans ton mail, et on est toujours un peu suspect. Hein, c'est une forme de terreur qui règne dans ces milieux-là. Et on peut toujours être disgracié, accusé, se voir, oui, mais tu as parlé des LGBT, mais tu n'as pas parlé des racisés. Ce terrorisme moral règne en permanence. Donc il faut se conformer, il faut en faire beaucoup plus que les autres pour survivre et exister. Donc c'est très difficile d'échapper, enfin de triompher de ces milieux-là maintenant aujourd'hui. Et ces milieux-là, vous en parlez beaucoup, justement. Vous avez parlé de Big Brother. Enfin, on voit très bien ce qu'il sait depuis Orwell. Mais juste rapidement, Laurent Berton, vous avez parmi les tables de la loi, encore une fois, vous ne prenez pas pour l'Évangile ou pour la Bible, mais vous tracez des pistes. Vous dites, l'ennemi, tu connaîtras. Pour vous, c'est qui, l'ennemi ? L'ennemi, quand on se base du point de vue du simple citoyen, c'est celui qui va utiliser cette force morale pour réduire au silence. Il va utiliser votre culpabilité, votre état de domestication en quelque sorte, c'est-à-dire on est bien élevé, on n'a pas envie de faire un scandale, d'être accusé, de faire le jeu d'on sait qui, de racisme. C'est le chantage à l'extrême droite, pour résumer. Voilà. C'est un chantage qui plane sur toutes les discussions en France. On l'a tellement intériorisé qu'on ne le voit pas vraiment, mais on sait très bien que quand viennent sur la table, même au repas de famille, des sujets glissants, notamment l'immigration, l'insécurité, on sait très bien qu'on peut toujours être pris à partie par le bien-pensant du jour qui va vous accuser, qui va tout de suite vous renvoyer aux heures sombres. Le saut de la famille. Exactement. Et on a tous des choses à perdre. On a notre petite carrière, nos revenus, notre place. On aime être estimé de ses pairs. Et on a surtout notre terreur d'animal domestique profonde, c'est l'ostracisme, hein, d'être mis à l'écart et voilà, d'avoir la marque de cette infamie. De la bande, etc. Parce que si on est seul, on n'existe plus. Donc c'est notre terreur fondamentale. Donc on va prendre sur nous, on va s'adapter au discours dominant, à ce discours qui fait peur. Et on n'a pas la force de s'opposer à lui. Et justement, pour moi, la force principale, elle est morale, elle est mentale, c'est de faire obstacle à ce régime de terreur qui s'est instauré petit à petit dans notre pays et qui tient aujourd'hui, qui verrouille l'intégralité du débat public. On retourne au standard 0826 300 300 et Clément a composé ce numéro. Clément nous appelle de Paris. Bonjour Clément. Oui, bonjour. Bonjour Clément. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? Très bien. Oui, bonjour. Alors, bonjour Monsieur Berton, j'ai lu tous vos livres, donc Éloge de ma force qui m'attend dans ma boîte aux lettres. Merci à vous, Monsieur Berkoff, également pour tout ce que vous faites. Merci. Et je voulais rebondir sur la Boétie que vous avez cité tout à l'heure. J'ai posé une question à Monsieur Oberton pour savoir ce qu'il pensait du mouvement Front Populaire lancé par Michel Onfray en début d'année. S'il avait un avis dessus. Alors, j'ai pas d'avis très développé sur le sujet, mais tout ce qui me paraît sortir du marasme de la pensée habituelle en France me paraît bon à prendre. Que ce soit Onfray ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a une réflexion qui semble ne pas reposer sur les standards habituels de la pensée dans ce pays, voilà, ça me paraît être une excellente chose. Bien sûr. Et on se retrouve dans quelques instants. Continuez à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Il y a un livre, il y a plus de 50 ans, qui avait fait beaucoup de bruit, et au bon sens du terme, c'était les situationnistes. Évidemment, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, même les moins de 50 ans. Les situationnistes, ce sont ceux qui ont pas fabriqué, mais été extrêmement importants dans la conception de mai 68. Je ne dis pas mai 68 parce qu'ils n'avaient rien à voir, eux, avec les 68 arts. C'était beaucoup plus fort que ça. Guy Debord, Raoul Vaneigem. Et Raoul Vaneigem avait écrit Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. C'était un livre passionnant et surtout très bien écrit. Et je dis que Laurent Berton, c'est un traité de savoir résister à l'égard peut-être de toutes les générations, enfin de certains. Parce que je voudrais dire quelqu'un, je l'accable sous les éloges, mais c'est bien d'accabler sous les éloges. Pas seulement celui de la force, c'est que c'est très bien écrit. Et vous savez, c'est pas une mauvaise chose. Souvent, on reçoit des livres qui sont très passionnants, le fond est passionnant, mais la forme n'est pas là. Il faut jamais oublier, la forme, c'est le fond remonté à la surface. Donc, il faut soigner sa forme, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Clémence. Oui, on retourne au standard 0826 300 300. On donne la parole à Aurélien qui nous appelle de Lyon. Bonjour Aurélien. Bonjour André Berkoff. Bonjour Laurent Berton. Bonjour.
un immense plaisir d'enfin vous avoir. Je vous suis depuis quelques années, je suis un nouveau lecteur. C'est l'une de ces lectures qui m'amène aujourd'hui. J'ai reçu, j'avais précommandé Éloge de la Force. Je suis allé chercher hier à la librairie, comme prévu. Je ne l'ai pas encore commencé, j'ai à peine lu l'instruction et le titre de la première loi, connais ton ennemi. Je suis sur plusieurs lectures en même temps. L'autre, c'est Cartel des fraudes de Charles Pratt. C'est bien, c'est bien. C'est une bonne lecture aussi. C'est une bonne lecture. Oui, tout à fait. On l'a reçu je me rappelle que dans Guérilla, alors je ne vais pas trop en donner de détails, il apparaît que l'État s'en prend, sans rentrer dans les détails, à ce qui est une alternative à lui comme solution. C'est globalement ce que font les mafias. Et j'avoue que ça, c'est vraiment ce qui m'a laissé le plus pantois dans Guérilla. C'est, mon Dieu, mais comment on se protège de ça, se protéger de pillards. Il y a des doctrines survivalistes et autres très très bien faites. Là, de se protéger de l'État, même d'une armée en lambeaux ou n'importe quoi, ou d'un pouvoir dévoyé, c'est autrement plus compliqué. Et la question que je pose, c'est par rapport à Éloge de la Force, je sais pas encore s'il y a la réponse dedans, peut-être que je pose une question dont la réponse est dans l'œuvre. Allez-y. Comment se défendre de ça? Parce que vous avez également dit que beaucoup de choses, en cas d'effondrement, dépendent du hasard et non pas de ce qu'on va faire, si j'ai bonne mémoire. Laurent Oberton. Alors, c'est une très, très bonne question, et justement, c'est vraiment le tremplin idéal justement vers Éloge de la Force, parce que ce constat que les États sont des monstres froids, comme disait l'autre, qui sont extrêmement puissants et qui défendent avant tout leurs intérêts. On voudrait croire que l'État français ne défend que la France, le terroir et les citoyens, et voilà, et tout le monde est heureux comme ça. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, et c'est vrai que concéder à l'État sa toute-puissance sans jamais s'interroger sur ses tenants et aboutissants est un peu périlleux et dangereux, et il se trouve que le citoyen est extrêmement démuni quand l'État vient à manquer et vient à faillir. Et du coup, que peut-on faire par rapport à ça? Et justement, c'est à peu près tout le thème d'Éloge de la Force. Donc vous tombez très bien, la transition est parfaite. Vous avez devant vous une belle lecture pour vous apporter des éléments de réponse. Mais Laurent Berton, juste un mot pour compléter ce que notre auditeur disait. Il faut quand même un État, c'est-à-dire le régalien, vous savez, il faut quand même les finances, l'armée, la politique étrangère, etc. Il y a un certain nombre de la santé et autres. Vous dites, est-ce que vous arrivez à dire, parce que vous le dites un peu, mais pas comme ça, est-ce qu'on peut se passer de l'État, quel qu'il soit? La question mérite aujourd'hui une vraie réflexion, c'est-à-dire que l'État a été indispensable par le passé. Les nations sans leurs États n'auraient pas pu survivre aux conflits qui ont eu lieu. Aujourd'hui, peut-être que la question peut se poser. Alors évidemment, je ne pense pas que tout pourrait arriver d'un coup. Alors si c'est arrivé d'un coup, ce serait assez dramatique, puisque personne n'est prêt à ça, soyons très clairs. Il y a un appel de cet État, un appel du maître, de l'individu domestiqué aujourd'hui. Il voudrait non seulement la sécurité, la protection et tout ça, mais il voudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Il voudrait une prise en charge quasi quotidienne de sa vie. Et c'est contre ça que je mets en garde aussi. Que l'État, petit à petit, il grignote des parts de marché sur nos existences. En fait, il faut réduire l'État à ses vraies fonctions régaliennes et pas la mainmise sur le citoyen. Ce serait déjà un extrêmement bon début, je pense. Ouais. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver justement un peu plus de responsabilité individuelle et de sentiment d'exister dans ce pays. Allez, on retourne au standard 0826 300 300. Vous connaissez ce numéro de téléphone par cœur, et Romain l'a composé. Il nous appelle de Lozère. Bonjour Romain. Oui, bonjour. Oui. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre invité. Bonjour. Alors déjà, je voulais dire que votre émission fait sens. Justement, après votre invitation à Monsieur Merle, je trouve qu'avec votre invité aujourd'hui, ça donne de la pédagogie en fait à des tas de personnes qui écoutent et qui seraient démunies donc par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, mais depuis 30 ans, je voulais dire. Ouais. Et à l'instant, vous disiez, est-ce que l'État peut tout? Je pense qu'un État éthique peut tout, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par État éthique? Dites-moi, pour vous. Un État éthique,
ce serait déjà de réduire le train de vie de l'État, ce serait déjà d'avoir des mesures pénales envers des anciens hommes politiques comme M. Chirac à l'époque, où il est arrivé de suite sa maladie. Enfin, c'est un grand regret. M. Giscard, il n'y a pas longtemps. D'autres personnages politiques, peut-être M. Sarkozy. Non, mais vous voulez dire que l'État devrait être beaucoup plus, je dirais, incorruptible, moral, etc. C'est un peu ça. Oui. Alors peut-être un État de Gaulle, revenir à payer ses propres factures, n'avoir que son salaire pour être réellement au cœur de la nation comme tous les Français, subvenir à ses propres besoins et éviter tout ce qui est piocher, mettre la main dans le pot de miel, enfin, je veux dire, des remboursements de frais, tout ce qui s'ensuit. Peut-être que les gens retrouveraient foi, et je pense réellement que ça ferait sens dans une construction du pays à venir. Je pense que on est là-dedans en ce moment. En fin de compte, oui, on va dire c'est une caste et à plein de petites échelles, même dans nos régions, même dans nos départements, tout le monde pense à comment obtenir le poste qui va faire sens pour sa retraite. Bien sûr, et pour cela, il faut que je sois complaisant avec tel ou tel ou tel. Voilà. Exactement. En fait, juste pour résumer ce que disait Laurent Berton, en fait, on sait depuis longtemps, qu'une certaine lutte des classes a été remplacée par une vraie lutte des places. Comment, effectivement, voilà, et comment, en fait, c'est vraiment l'une des questions, pas la question, mais l'une des questions. Il y a dans la nature humaine quand même l'avidité et puis l'envie de mener une meilleure vie, de gagner un peu plus d'argent, d'être mieux, etc. Et elle se marie aujourd'hui, et vous l'avez dit d'ailleurs, et vous le dites dans votre livre, avec ce côté, moi, mais pour faire carrière, etc., il faut se formater, il faut se couler dans le moule. Comment, voilà, c'est une contradiction qui est là, qui est dans la nature, enfin, qui est en tout cas dans une certaine nature. Comment peut-on faire pour en sortir par le haut ? C'est la question de l'éthique, c'est vrai, centrale, mais c'est très difficile d'imaginer que les individus qui bénéficient aujourd'hui à plein du système, à quelque niveau que ce soit, Charles Prats parlait de la fraude sociale, mais même l'aspect légal de la chose est déjà assez terrifiant. Les individus qui bénéficient de l'administration, qui sont payés par l'argent public, ça a toujours plus ou moins été le cas, vont chercher à accroître leur pouvoir, à sécuriser leur place, et finalement l'administration va chercher avant toute chose à créer de l'administration. À s'auto-perpétuer. Exactement, à grandir, à accroître ses compétences, et c'est quasiment une spirale qui est infinie. C'est très difficile de mettre des barrières là-dedans, et finalement, on se rend compte que l'État, qui est censé être... où des gens théoriquement compétents et vertueux sont censés être aux commandes, et on se rend compte que l'État n'est plus du tout efficace pour servir ses citoyens, en particulier dans ses missions premières et régaliennes. Là, on parlait de la justice, de la sécurité, là c'est absolument flagrant, cet abandon total. On a encore vu du côté d'Annecy des prisonniers qui étaient en attente de jugement et qui ont été libérés faute de moyens. On ne sait pas de quels moyens on parle, mais le français paye aujourd'hui. Et le nombre de récidivistes qui sortent, on se demande pourquoi, alors qu'ils ont violé 8 fois, 10 fois, enfin et autres. Ça est absolument incompréhensible, et ce n'est pas la préoccupation fondamentale de ces administrations pour l'instant. Ouais. Clémence. Oui, on donne la parole à Sébastien qui nous appelle d'Étampes. Bonjour Sébastien. Bonjour André, bonjour Monsieur Oberton, bonjour à tous. Mais voilà, je vous connaissais comme ça, j'ai lu aucun de vos livres, et c'est très bien que je vous entende aujourd'hui, parce que je pense que je vais en acheter quelques-uns. Et je pense qu'on est tous d'accord sur le diagnostic, mais la solution c'est laquelle? Parce que j'ai 42 ans, je suis pas non plus si vieux que ça, mais j'ai l'impression, en fait vous parliez d'isoloir tout à l'heure pour le français, ose pas mettre son vote, mais pourquoi il aurait peur de voter par exemple Le Pen? Qu'est-ce qui le réfrène? Pourquoi on n'a plus cette âme révolutionnaire qui fait qu'on se laisserait pas faire et à subir tout ce qu'on subit? Moi, il y a un truc que je comprends pas, et j'ai discuté avec quelqu'un de très cultivé et qui a même fait centrale, etc., qui a voté Macron. J'ai dit,
Comment vous pouvez voter Macron? Vous avez bien réfléchi, vous avez bien vu que c'était pas quelqu'un de bien, qu'il a rien fait sous le gouvernement Hollande, que c'est un banquier de Chirochig et qu'il va nous faire que du mal. Et en fait, quand on entend les réponses, c'est des réponses toujours individuelles. Eh ben, il va réformer, ça ira mieux pour ceci, ça ira mieux pour cela, mais en fait, on pense jamais aux autres. Ouais. Et à partir du moment où les Français penseront aux autres, c'est-à-dire que quand je ferai un geste, ça ne sera pas que pour moi, et ça sera aussi pour mon voisin, pour le pays. Je pense qu'on en sortira le collectif. Mais sincèrement, Monsieur Oberton, je pense que la majorité de Français sont cons, et je le dis ici, ils sont cons. On se fait avoir, on se fait rouler dans la farine, et j'ai l'impression qu'ils aiment ça parce qu'ils votent toujours pour les mêmes. Alors, pensez-vous que c'est pas une cause perdue, sincèrement ? Voilà, alors Laurent Berton, est-ce que la connerie est majoritaire en France? Moi, je ne le pense pas, hein, mais je suis peut-être optimiste, je ne le pense pas. Alors, c'est très possible, il faudrait faire une étude statistique poussée sur la question. Non, plus sérieusement, les individus ont cette tendance à se conformer au jugement qu'ils estiment socialement payant, ou en tout cas pas dangereux. L'équivalent de voter Le Pen et de le dire, c'est quelque chose qui est socialement à risque. C'est très clair. Hein, vous allez dans un repas, par exemple, de vegan, et vous dites que vous adorez la côte à l'os, vous prenez un risque social. C'est un peu la même chose. Presque physique. Et les individus aujourd'hui n'ont pas envie d'être le mouton noir, d'être désigné, d'être ostracisé, donc ils se conforment à ce qu'on attend d'eux. Et ça va en plus avec la catégorie sociale. Plus vous montez dans la hiérarchie, dans l'échelle sociale, plus vous devez vous conformer pour exister à ces discours dominants, parce qu'il y a toujours des bien-pensants pour vous recadrer, et ça peut mettre en danger votre carrière, vos perspectives. Personne n'a envie de ça. Et y compris même dans les grands médias, hein. C'est ça qui est très étonnant, c'est qu'on a l'impression que ce discours dominant est vraiment ultra partagé. En réalité, il est très souvent adopté par commodité, mais pas du tout par sincérité. Et en réalité, il y a cette opinion qui est très largement factice et repose sur cette terreur. Et cette terreur pourrait peut-être s'effondrer, mais il faudrait d'abord travailler, je pense, à la reconstruction de la fierté individuelle. À partir de là, si les individus n'ont plus peur, n'ont plus cette chape de plomb, ne sont plus des animaux domestiques, peut-être qu'ils pourront renverser la table. En fait, vous voyez, Laurent Oberton et Jean-Paul II ont un point commun, n'ayez pas peur. Commencez en tout cas par ça, oui. C'est déjà pas mal. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec André Berkoff et Laurent Oberton. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et André Berkoff est toujours avec son invité Laurent Oberton, auteur de ce livre Éloge de la force aux éditions Ring. Et vous aussi, vous êtes là, qui composez le 0826 300 300. C'est le cas de Jacqueline qui nous appelle du Tarn. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour Monsieur Laurent Oberton. Bonjour. Voilà, donc, mais c'est particulièrement intéressant votre émission qui tombe particulièrement bien, mais ça fait 30 ans qu'on en parle, personne ne fait rien. Je pense, en introduction, l'humanisme d'aujourd'hui est un terme utilisé par des gens qui n'ont pas fait leur humanité et qui pourrissent nos cerveaux par des discours déjantés, mais complètement bourrés d'égalitarisme primaire, nous tirant, nous citoyens, vers le bas. Et nous en sommes conscients. Mais comment faire pour nous en sortir? Toujours la même question, hein. Oui, important, c'est vrai. C'est pas facile. Que faire? Enfin, vous revenez au que faire, hein, Jacqueline. Et voilà, c'est-à-dire que la conscience du fait que nous soyons impuissants, je pense que nous l'avons. Moi, j'ai fait mes études de droit il y a 40 ans à Toulouse. Bon, alors, Monsieur Oberton n'a que 36 ans et Monsieur Berkoff a quelques décennies, je ne donnerai pas le nombre. Absolument. Voilà. Merci, on pourrait le donner. Ah non, il y a des limites. Et alors, au départ, je voulais vous appeler sur le phénomène de la jupe, là. Notamment, depuis 3-4 jours, il y a une jeune femme qui s'est fait agresser à Strasbourg. Oui, on en a parlé, et hier, deux autres à Mulhouse. Alors, pour la petite histoire, moi, au départ, mes grands-parents m'avaient collé dans une école religieuse catholique et on avait obligation de porter la jupe. Dans cette école, oui. Voilà. Bah, chez toutes les bonnes femmes, les bonnes femmes, j'appelle ça les religieuses, on avait, les petites filles, obligation de porter la jupe de 6 ans à 10 ans.
j'ai été obligée de porter la jupe. À 11 ans, j'ai changé d'école, j'ai pu enfin mettre les pantalons. Et maintenant, phénomène inverse, il y a obligation dans la rue, si j'ai bien compris, de porter un pantalon. Alors, obligation, non. Obligation, non. Il n'y a pas obligation dans la rue de porter un... On n'en est heureusement pas là. Non, Jacqueline. Il n'y a pas obligation de porter un pantalon. Il y a simplement, dans certains quartiers, un certain nombre de gens que je ne qualifierai pas, qui vous agressent parce que vous portez une jupe, comme ça s'est passé à Strasbourg. Mais ça, le nombre de connards, malheureusement, existe et peut-être est plus important qu'avant. Mais il n'y a pas obligation de ne pas porter la jupe. Non, je vous assure. Ce qui me faisait rire, c'est que en 40 ans, les catholiques obligeaient les petites filles à porter des jupes. Oui. Et 40 ans après, les islamistes, je dis pas, attention, je dis pas les musulmans, je dis bien les islamistes, obligent les femmes à porter des pantalons. Écoutez, il appartient justement... espérons-le, à chacun de refuser. Alors vous allez me dire, il y a des risques, mais c'est le problème des risques, Laurent Berton. On se retrouve toujours avec le jouet sa peau. C'est certain, c'est sûr que quand on est dans ces quartiers-là, quand on est une jeune femme, on va avoir tendance à se dire, je vais faire attention, donc je vais prendre des précautions, mais alors ça suffira jamais, déjà d'une part, parce que même si vous avez un pantalon jusqu'aux chevilles et les cheveux attachés, vous pourrez quand même subir ces comportements-là. Malheureusement, c'est comme ça partout. Donc, il n'y a pas de bonne stratégie dans ces situations-là. On est face à une réalité qui est complètement aberrante. On a des types d'or, on l'a dit tout à l'heure, qui sont libres après 30, 40 condamnations. Et on est obligé, la société française, les citoyens nets sont obligés de composer avec cette population-là. Et parce qu'ils ont cette population, enfin ce fragment de la population, on leur donne le sentiment d'impunité. Puisqu'ils sortent très vite, donc je peux recommencer, il n'y a aucune raison, puisque je n'ai pas été sanctionné, donc allons-y. Pour eux, le sursis, c'est un bon pour une prochaine fois, en fait. C'est ce qu'on disait avec Maurice Berger, oui, absolument. Et la plupart des condamnations aujourd'hui, c'est du sursis, c'est la majorité des peines aujourd'hui qui sont prononcées. Et ça ne veut vraiment plus rien dire. Et de condamner des gens même à de la prison et de ne pas les y envoyer, de ne pas faire appliquer leur peine, c'est encore pire, parce que là, c'est sûr qu'on se sent vraiment tout permis. Et les mineurs, avec l'excuse de minorité, les fameux mineurs isolés, eux, ne mettent quasiment jamais les pieds en prison, donc ont une sensation vraiment que tout est gratuit et on peut faire absolument ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on voit, et c'est ce qui se passe malheureusement. Donc c'est là où vous parlez de la faillite de l'État. Oui, Jacqueline, vous vouliez intervenir. C'est ce que disait votre invité d'hier, qui disait au minimum, il faut... dans ces cas-là, la victime, que ce soit la première fois, c'est-à-dire que le primo... le primo-délinquant, la victime, elle se moque éperdument, que ce soit la première fois qu'il a agressé quelqu'un. Et il faut imposer un minimum de 15 jours de prison ferme. C'est pas beaucoup, 15 jours. Mais pour leur faire comprendre que ça suffit. C'est pas du sursis, c'est la plaisanterie. On se moque de l'État. Il y a plus, les lois ne sont plus appliquées. Bon, je suis juriste, à la retraite. Mais il faut quand même appliquer la loi. En France, on n'applique plus la loi. C'est ce que Laurent Berton appelait la faillite de l'État en matière de justice et d'insécurité. Effectivement, on la sent, on la voit. Hein. C'est ça. Je passe mon temps à compiler les faits divers qui se produisent, les condamnations prononcées, en regardant le code pénal. Quand vous faites-le, allez dans les tribunaux, les audiences sont libres en France aujourd'hui, vous pouvez entrer, vous pouvez assister au procès, et vous constaterez systématiquement que la peine encourue n'est absolument jamais suivie, même par les réquisitions du procureur. Les réquisitions du procureur sont en moyenne 2 fois inférieures à la peine encourue par les individus. La condamnation prononcée est encore inférieure, et vous avez des remises de peine qui sont maintenant automatiques. C'est plus du tout une question de bonne conduite, elles sont automatiques depuis, je crois, 2005. Automatique. Absolument. Et la moyenne des remises de peine, ça doit être 20% de la peine, qui n'est donc pas effectuée. Ça veut dire que si j'ai, par exemple, 1 an de prison, je ferai tant de mois. Quoi, voilà, vous aurez beaucoup moins que ça. Et même 1 an de prison, aujourd'hui, toutes les peines inférieures à 2 ans de prison, on ne met plus les pieds en prison. C'est quasiment automatique aussi. Et vous avez maintenant l'application des peines, qui est encore un truc génial, qui a été inventé pour... maintenant, vous voyez votre juge d'application des peines, vous êtes condamné à 4 ans de prison ferme, par exemple, et il va vous dire, alors vous allez effectuer une partie de cette peine en prison, et l'autre partie en portant un bracelet électronique, ou assigné à résidence, ou en pointant, et avec des travaux d'intérêt généraux, et ce sera considéré comme une peine de prison ferme.
Donc oui, ce sera statistiquement, considéré... Oui. vous faites de la prison ferme, mais en réalité, vous êtes dehors avec votre bracelet. Vous êtes en contrôle vous judiciaire. êtes dehors et c'est considéré comme la prison ferme. Exactement. Donc ça, on ne Monsieur peut plus Berton, l'entendre. alors là, si moi, à 62 ans, je commets un délit qui est passible de correctionnel, j'irai pas jusqu'au... Bon, Ouais. donc, si moi, à 62 ans, je commets quelque chose passible de 4 ans de prison, je n'irai pas en prison parce que je suis blanche et que c'est normal. Par contre, donc vous m'invitez, parce que faire pour... on vous invite on vous invite à commettre un bon délit qui vous vaudra 4 ans de prison, mais vous ne le ferez pas, je vous assure, Jacqueline. Bon, alors écoutez, Monsieur Berkoff, vous appelez à l'émeute, là. Oui, absolument, terrible, hein. absolument. Non, sérieusement, je n'appelle jamais à l'émeute. C'est pas mon genre de beauté. Simplement, il faut dire, écoutez, l'État, et c'est vrai, en ce moment, a failli du point de vue de la justice. On est loin du compte, et on le voit tous les jours. Merci, Jacqueline. Allez, le téléphone sonne à Sud Radio. On donne la parole à Mélissa qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour, Mélissa. Oui, Mélissa. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Bonjour Monsieur Oberton. Bonjour. Voilà, donc en fait moi je vous appelle pour vous soumettre une façon de voir les choses qui concernent la situation du moment. Allez-y. Vous parliez tout à l'heure éventuellement du fait qu'il pourrait émerger quelqu'un de nouveau ou de déjà connu mais auquel on ne pense pas forcément pour 2022. Et moi, en fait, ce que je voulais vous demander, je voudrais avoir votre avis. Moi, j'ai le sentiment, en fait, que pour ce qui concerne Madame Le Pen, elle traîne malheureusement, de par son nom, trop de choses négatives derrière elle, de casseroles, quoi, on pourrait dire. Et elle fait beaucoup peur à beaucoup de monde, en fait. Même moi, c'est vrai que selon les prises de parole, je trouve qu'il y a une démagogie mais absolue, alors que la simple réalité suffirait en fait. Quelqu'un de posé, quelqu'un de qui se contente de constater la situation avec tous les rapports sénatoriaux qui nous reviennent. Certaines études comme le bouquin de Monsieur Oberton qui font un état des lieux, qui est factuel. C'est vrai que j'ai l'impression en fait que tous ces gens ne pensent qu'à leur propre réussite pour des égos familiaux, pour ce qui la concerne elle. Pour d'autres, ça peut être autre chose, mais en fait, personne n'a vraiment pour but uniquement la population et le pays. Oui, l'intérêt collectif. Vous avez dit, Mélissa, ce exactement. qu'ont dit d'autres auditeurs, et vous avez raison. Et c'est vrai, on arrive un peu en fin d'émission, Laurent Berton. C'est vrai qu'on voit très, très, très bien, les gens se disent, que ce soit pour Marine Le Pen ou d'autres, enfin, chacun a son avis là-dessus. Mais on se dit, voilà, notre aventure, moi, je m'occupe de ma gueule, pour être un peu vulgaire, mais enfin, direct. Et au fond, on a un besoin du collectif, mais que personne n'incarne. C'est vrai que la politique, hélas, depuis toutes ces années, on commence à voir à peu près clair dans les intentions des politiciens. Bien évidemment, ces gens sont là pour le pouvoir, leur pouvoir avant tout. Et une fois qu'ils l'ont, en général, ça ne s'arrange pas, parce que le pouvoir appelle le pouvoir. Et ils vont s'adapter à l'ère du temps, ils vont prononcer des discours qui plaisent, ils vont faire preuve de démagogie. Il faut être extrêmement doué, un très bon acteur pour faire de la politique et réussir. Donc, évidemment, on s'interroge. On ne peut plus continuer à croire et à espérer en n'importe qui et être déçu tous les 5 ans. C'est pas possible. Et même quelqu'un qui tenait un discours, peut-être qui pourrait plaire à l'intégralité de la population, trouver un écho, ne garantit pas du tout que cette personne-là soit dénuée d'arrière-pensée et soit un bon gestionnaire. Donc, la politique, c'est une façon de reporter ses croyances, encore une fois, sur l'extérieur et sur l'autre. Et ignorer nos propres responsabilités, ce qu'on peut faire à notre échelle déjà pour faire avancer les choses. Commençons par prendre le pouvoir sur nous-mêmes et autour de nous-mêmes. C'est ça le coup d'État permanent au très bon sens du terme. Merci à vous auditeurs, merci à Laurent Berton.